Bonjour à tous et bonjour aux internautes. Donc on va continuer la série STRL de A à Z avec un cours sur un des aspects les plus rigolos de STRL et que je vais essayer d'expliquer avec des transparents un peu animés. J'espère avoir fait très peu d'erreurs dedans. Si vous en trouvez, dites-moi, même les internautes. C'est quelque chose qui s'explique assez bien, mais qui est assez original, je pense. Et ensuite, on aura le séminaire de Reinhard von Oxleden, qui nous vient de Kiel, en Allemagne, et qui a travaillé depuis longtemps sur STRL, fabriqué avec son équipe beaucoup d'enseignements et un extraordinaire train électrique commandé entièrement en STRL, et qui invente maintenant des langages qui sont des formes de généralisation d'STRL très intéressants. Et il vous parlera de ça, et il apporte des choses nouvelles dans le domaine, et il va donc vous parler de ça. Donc, le problème des boucles, la dernière fois, j'avais dit que je parlerais aussi de weak abort et du clock gating dans les circuits, mais je n'aurai pas le temps, je le ferai la prochaine fois. C'est le dernier exposé un peu chevelu cette fois-ci. La prochaine fois, je vous parlerai beaucoup plus d'implémentation et de réalisation, comment faire que tout ça passe à l'échelle, à la grande échelle, donc des grands circuits, des grands logiciels. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le problème du traitement des boucles et de la réincarnation, qui est vraiment quelque chose de très profond dans STRL et qui n'a pas été trouvé instantanément, mais qui n'est pas très compliqué quand on le regarde bien. Alors, oh, ça y est, c'est encore. Pardon, je vais faire une petite coupure. Il y a des côtés énervants dans ces systèmes. Voilà, là, ça marche. On enlève, on remet, ça marche. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, premièrement, pourquoi faut-il faire une étude spéciale des boucles? Parce qu'a priori, il n'y a rien à dire de spécial. Par exemple, dans la sémantique, les boucles, c'est ultra simple. J'avais dit dans la sémantique comportementale qu'une boucle, boucler sur P, c'est simplement exécuter P, puis rendre P', point virgule, loop Pn, c'est-à-dire développer la boucle un coup. C'est pareil dans la sémantique par état qu'on a vu la dernière fois. Ce que je dis, il y a deux règles très simples. La première, c'est un P qui est soit déjà démarré, je vous rappelle, c'est un chapeau quand il a déjà démarré. C'est la dernière règle sémantique qu'on va voir aujourd'hui. Un chapeau, il y a une barre, ça veut dire qu'il soit il a un chapeau, soit il n'en a pas. Donc, quand P est en train de s'exécuter dans loop Pn ou démarre, eh bien, on fait ce qu'il dit, et s'il ne termine pas, c'est-à-dire soit il s'arrête, soit il sort d'une boucle, eh bien, on fait comme lui, c'est-à-dire la boucle prend le résultat. Et puis, par contre, si P termine, donc là, c'est forcément un P chapeau, parce qu'un P tout neuf n'a pas le droit de se terminer instantanément. Si P est donc déjà en train de s'exécuter, s'il termine, on le relance immédiatement, et on prend le résultat de cette relance, et on unit simplement tous les signaux qu'il doit émettre. C'est ce que dit la sémantique depuis toujours. Donc, il n'y a aucun problème avec ces règles. Vous faites tourner les règles sur un programme, ça marche tout seul. Et par exemple, si vous faites un interprète, ou même vous écrivez ces règles en prologue, ça va marcher tout seul, les règles constructives, ça va marcher. Vous les mettez en prologue et crac, vous mettez votre programme, vous mettez les entrées et ça vous donne la sortie. Pas forcément malin de les mettre en prologue, mais c'est facile. Vous pouvez aussi les mettre en camel ou dans un autre langage et ça va marcher très bien. Donc, il n'y a pas de problème avec les boucles. Alors, pourquoi il y a un problème avec les boucles? Eh bien, parce que pour que les boucles marchent, il faut qu'il y ait de la dynamicité dans l'interprète. Il faut, quand il arrive sur un signal local, il crée ce nouveau signal local, et dans une boucle, qu'il le tue quand le signal local est mort, qu'il le recrée quand on rentre dans la boucle, comme fait n'importe quel compilateur pour C ou n'importe quoi, ou interprète pour C ou n'importe quoi. Donc ça pose aucune difficulté. Là où vient la difficulté, c'est quand on a un système statique dans lequel on ne peut pas créer des choses au vol. Alors il y a deux bons exemples, c'est les circuits. Parce que dans un circuit, on ne peut pas fabriquer des fils au vol. Tous les fils et toutes les portes doivent être faites avant la fabrication du circuit. Même dans les circuits reprogrammables FPGA, on ne peut pas créer des fils au vol. On peut, mais c'est tellement compliqué qu'on peut en théorie, mais c'est idiot de le faire en pratique, surtout pour ça. Donc on va avoir besoin de faire une allocation statique de l'ensemble des ressources dont on a besoin. Et c'est pareil aussi pour la compilation en logiciel rapide, qui fonctionne sur d'autres principes que les circuits, que je montrerai la prochaine fois, qui est équivalente,
qui a des restrictions, mais qui est équivalente quand ça marche et qui est nettement plus rapide en logiciel. On avait couramment un facteur 4, mais on peut avoir un facteur beaucoup plus que ça. Et on a le même problème, c'est que pour avoir une compilation très efficace en logiciel, il va falloir faire une allocation statique des objets avec lesquels on travaille. Et il y a plein de raisons pour ça qu'on verra la dernière fois. Donc on a un problème, et le problème est lié à une maladie des signaux qu'on appelle la schizophrénie, qui est une maladie intrinsèque des signaux, et qu'on va guérir par un processus de réincarnation. Donc c'est la réincarnation qui va guérir la schizophrénie. On n'est pas vraiment en médecine, hein. Mais la schizophrénie, c'est qu'un signal a plusieurs personnalités en même temps, et on va remplacer ces personnalités successives par des réincarnations de la même personnalité. C'est ce que fait Vishnu en se réincarnant 9 ou 10 fois. Alors regardons ce que c'est qu'un programme schizophrène. Un programme schizophrène, c'est très simple, c'est parfaitement banal. On a un programme qui a un output qui ne sert à rien dans le cas précis, mais c'est pour montrer, ça exhibe la schizophrénie. Et à l'intérieur d'une boucle, on a un signal déclaré localement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va suivre, dans tous les exemples que je vais donner, on va suivre les traces très fidèlement en les coloriant, en faisant ce qu'on appelle un debug symbolique. Le système fait ça très bien, mais c'est pas commode pour le faire, je préfère faire ça avec le transparent. Donc, on rentre dans ce programme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on entre dans la boucle, on déclare le signal, et on regarde si là, il y a un test sur ce signal, donc il faut savoir s'il est présent ou absent. Et la sémantique d'Esterel, la sémantique constructive, dit si on ne peut pas atteindre d'instruction emit, alors le signal est absent. Il est absent par défaut. Et ici, l'instruction emittess qui est là n'est pas atteignable dans cet instant-là. Elle sera atteignable au prochain instant, mais pas dans cet instant-là. Donc on voit qu'il n'y a pas d'émit qui est susceptible d'être exécuté dans l'instant. Ça, c'est Kahn qui le fait dans la sémantique. Et Kahn est vide, et donc on déclare que ce signal est absent, donc on n'émet pas O, on n'exécute pas cette instruction O, et donc O n'est pas émis. Donc ça, c'est aucun problème, c'est trivial, et le signal S est déduit absent du fait qu'il n'est pas émissible. Alors, le signal O est déduit du fait que S n'est pas émis. OK. Alors, maintenant, après, quand on redémarre ce programme, c'est là que les choses vont devenir un petit peu plus subtiles. On redémarre la pause, donc on entre dans le point-virgule, donc on entre dans l'émission, on émet ce signal qui est donc présent. Il est marqué rouge, là, il est marqué présent. Je mets ces valeurs successives. Là, au début, il était inconnu, quand on a démarré l'instant, inconnu, c'est bottom dans la sémantique, et il est présent. OK. Maintenant, on sort du signal. Sortir du signal, ça veut dire quoi? C'est on ne le voit plus. Ce signal a disparu. Sémantiquement, ce signal a disparu. Mais on ne peut pas faire disparaître des portes dans un circuit. Hein. On ne peut pas plus en rajouter que les faire disparaître. Donc le signal a disparu, c'est très bien. Ensuite, on va boucler la boucle. S n'a plus d'existence. On va boucler la boucle se termine. On re-rentre dans la boucle. Et qu'est-ce qu'on fait immédiatement? On redéclare le signal. On redéclare le signal qui est pour l'instant inconnu. Mais on a déjà fait ça au premier instant. Et ce signal inconnu, on voit qu'il est absent parce qu'il n'a pas d'émetteur. Le signal est absent, donc c'est très bien. Et puis, on rentre dans le if, donc on n'émet pas O, qui est donc absent aussi, et on rentre dans notre pause. Et donc, on a fait un tour de boucle, et puis les tours de boucle d'après sont complètement identiques. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a vu successivement, simultanément, alors successivement dans mon exécution à la main, mais simultanément dans les notions d'Esterel, dans la même réaction. Donc la seule chose qui est visible de l'extérieur, si on observe l'intérieur du programme, pardon, la seule chose qui est visible à la fin de la rédaction, c'est qu'il y a eu une fois S présent et une fois S absent, en même temps, mais dans l'ordre. Donc c'est ça qu'on va appeler la schizophrénie. S a deux personnalités dans ce programme. Et donc, ça dit clairement qu'on ne peut pas le mettre en circuit. On va voir le circuit qu'on aurait si on faisait la traduction de la dernière fois. On ne peut pas le mettre en circuit parce qu'on aurait un fil qui a deux valeurs dans le même instant, et ça, dans les circuits, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Alors, regardons justement le circuit que ça ferait. Alors, j'avais oublié de dire un truc pour les circuits, c'est comment on fait marcher le circuit du programme principal. Alors, il est très simple. On en met un registre à oreille. Donc, un registre à oreille, je vous rappelle que ça envoie 0, la première fois, ça envoie 1,
et ça envoie 0, pardon. La première fois, ça envoie 0 qui se transforme en 1 dans Go, donc on fait Go, et on ne fait pas res, on envoie 0 dans res. Donc ça veut dire on boot le circuit par le fil Go, et ensuite on le maintiendra par le fil res, pour toujours. J'avais oublié de dire ça la dernière fois, mais c'est pas compliqué. Donc si on regarde notre circuit là, alors je ne vais pas vous le détailler, mais si vous prenez la construction de la dernière fois, ça donne cette bête affreuse, qui est très bien, elle n'a aucun problème, sauf que si vous faites un minimum de logique triviale, vous allez voir que cette bête affreuse se transforme en ça, c'est-à-dire que le circuit il émet O en même temps que S, ça veut dire à tous les instants sauf le premier, O est émis. Pourquoi? Parce que O ne parle qu'à un seul S et ne fait pas la différence entre le S du premier coup, le S qui n'est pas émis et le S qui est émis, et comme il y a un S qui est émis, O relaye cette émission. Mais quelque part, c'est incorrect, puisque la sémantique nous dit que O ne doit pas être émis. OK? Donc on verra des cas beaucoup plus instructifs encore tout à l'heure. Donc on voit que la traduction au circuit de la dernière fois, si je n'ai pas parlé des boucles, c'est pour une bonne raison, c'est que ça ne marche juste pas. C'est faux. Ça, c'est un circuit, hein. Il est juste faux, mais sinon c'est un circuit, il n'y a pas de problème le circuit. Bien, donc on jette ça, et le vrai circuit il doit avoir cette tête-là. Il doit y avoir les deux personnalités de S, hein, que je vais appeler S0 et S1, on reprendra ça tout à l'heure, S0 et S1. S0, c'est d'abord 0 et puis 1, c'est le S qui est émis toujours, et puis donc celui de la fin de boucle, et celui du début de boucle, il vaut toujours 0, et O, c'est celui-là qui est testé pour O, donc O vaut toujours 0. Donc il faut qu'on obtienne ce circuit-là à la fin, modulo simplification. Je précise aussi que le fait d'avoir un gros circuit au début n'a absolument aucune importance, parce que le calcul booléen, en un rien de temps, va vous le transformer là-dedans. Mettre trop de portes n'a aucune importance dans un circuit qui vient d'STRL, parce que le calcul... D'abord, on ne les met pas forcément toutes, on fait des applications à la volée, mais le calcul booléen va nettoyer ça à une allure de fusée, donc ce n'est pas un problème. Donc voilà, donc on a un ennui. Alors, ce circuit-là, c'est celui-là qu'on veut. Alors, il n'y a pas que les signaux qui sont schizophrènes, il y a aussi les parallèles, pour exactement la même raison. Ici, dans ce programme, loop pose parallèle pose, c'est un programme un peu stupide, c'est juste pour faire la démo, mais ça se trouve en vrai dans énormément de programmes. Pose parallèle pose, emit O, end loop. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Au premier instant, on déclenche ces deux parallèles, donc on allume les deux PA, là il ne se passe rien. Au deuxième instant, on sort de ces deux poses, on synchronise, le parallèle synchronise les deux sorties et dit, bon, les deux branches ont fini, donc on finit. Et puis, on émet O, et ensuite, on arrive sur la fin de boucle. Donc, dans le même instant, invisible de l'extérieur, eh bien, on re-rentre dans le pause, mais cette fois, on refait une autre synchronisation, les deux branches s'arrêtent, et donc le pause dit « je m'arrête ». Donc, cette synchronisation-là, c'est 0 au sens de la sémantique. Les deux pauses envoient le code 0, je me termine. Donc, le parallèle calcule le max qui vaut 0, il se termine. Et cette synchronisation-là, c'est 1, et le parallèle calcule le max de 1 et de 1, il dit 1, je me termine. Donc il y a deux maximums calculés par le parallèle dans le même instant. OK. C'est exactement le même problème, et je ne vais le montrer que pour les signaux, quasiment, parce que la solution est exactement la même. D'ailleurs, dans le compilateur, moi, je mets un parallèle unaire, un parallèle à un seul corps devant chaque signal, comme ça j'ai plus qu'à m'occuper du parallèle. Alors, ce problème-là, c'est le problème de la synchronisation du parallèle. Alors, on va regarder des programmes un peu plus subtils qui sont doublement schizophrènes. La schizophrénie peut être très grave en STRL, et ça arrive en vrai, et ça pose aucun problème. On a un programme un peu plus compliqué qui a deux branches et deux signaux. Alors, ce qui fabrique la schizophrénie, c'est de mettre un signal dans une boucle, parce qu'il va avoir deux occurrences à la fin de la boucle et au début de la boucle. Et ici, on va le faire deux fois. On a S1 et S2. Et puis, il y a un test et tout, et puis on va voir ce qui se passe. Ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre, il suffit de suivre. Donc, on essaye de suivre. Qu'est-ce qu'on dit? On a ce loop signal qui va rendre S1 schizophrène, ce loop S2 qui va rendre la schizophrène, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on commence. Donc, au début, on rentre par boucle, signal, trap, loop, signal, tout ça, ça traverse. On arrive sur ce if. Ben là, on ne sait pas, il faut attendre de savoir ce que vont être ces signaux qui sont pour l'instant indéfinis. Dans le deuxième composante, on pose. Bon, très bien. Maintenant, on raisonne sur CAN-MS, on regarde ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et je vois que je ne peux pas atteindre emit S1.
Donc, comme je ne peux pas atteindre EMIT5 parce qu'il y a un pause, donc je suis bloqué sur le pause, donc je ne peux pas continuer. Donc, je ne peux pas allumer EMIT1, ça veut dire que je ne peux pas émettre S1. Donc je sais que S1 est absent. Mais du coup, ce if, comme S1, il sait qu'il est absent, il ne peut pas émettre S2, donc S2 est absent aussi. Oula. S2 est absent aussi. OK? Donc c'est très bien, on est parfaitement content. Pas de problème, aucun problème. C'est quand ça boucle qu'il y a un problème. Alors maintenant, on est bloqué sur ces deux pauses. L'instant d'après, ce que je vais appeler l'instant 1C. 1C, on est bloqué, c'est la fin de l'instant, pardon, la fin de l'instant 1, on est bloqué sur ces deux pauses. Et c'est ce que je vais représenter par le petit arrivé, le petit bonhomme avec son drapeau arrivé qui dit l'instant est fini. Alors, les trucs qui se passent à l'intérieur de l'instant, on les appelle des micro-pas, des micro-steps si on veut. Alors, très bien. Maintenant, le deuxième instant commence. Je vais les appeler 2A, 2B, 2C. C'est juste une notation pour ne pas se mélanger dans la progression du calcul au cours de l'instant qui, théoriquement, n'a pas d'épaisseur. On est sur ces deux pauses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre le deuxième d'abord. Donc, j'émets S1. S1 est présent maintenant. Donc, je le marque. Et je le marque ici dans un petit tableau qui va nous permettre de regarder ce qui se passe. Et puis, dans signal S1. Ensuite, comme S1, ici S2 n'est pas connu, mais je vois que S2 ne peut pas être émis parce que ce pose-là tombe direct. Quand je calcule ce pose-là, il va tomber direct sur la fin du signal. Donc le signal va mourir et il n'y a pas d'émetteur sur le chemin entre le pose et la mort du signal. Donc je sais qu'à cet endroit-là, S2 est absent. Personne ne s'en sert, mais il est quand même absent. Il est absent. Bon, très bien. Pas d'émetteur accessible jusqu'au n-signal. Ça signale la fin de vie de ce S2, donc S2 était absent. OK, maintenant je sors du signal, donc le signal disparaît. S2 devient gris. Il disparaît du dessin. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je boucle. Je boucle, donc je remonte ma boucle, je redéclare S2. Mais cette fois, S2 est inconnu. D'accord? Je marque inconnu, S2, ici. Et puis là, je me demande, est-ce que S1 est présent? Eh bien, la réponse est oui. Donc, j'émets S2. OK. Et puis là, je rentre, S2 est marqué présent. Je le marque à chaque fois, soit dans la table là et là, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et puis, bon, c'est très bien, je rentre dans mon pause. OK? Donc, c'est parfait. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai fini l'exécution des deux branches, pas tout à fait, parce que la deuxième branche va sortir d'une trappe. Donc, elle fait un exit. Qu'est-ce que ça veut dire faire un exit? Ça veut dire, on efface tout ce qu'il y avait dans la trappe. OK? On efface tout ce qu'il y avait dans la trappe. Ensuite, on va effacer le signal S1. Donc là, on est vraiment à l'extérieur du programme. On efface le signal S1, il n'y a plus de signaux visibles. Et on prend la boucle, ici S1 est donc grisé. On prend la boucle, on remonte et on redéclare le signal S1. Toujours dans le même instant, tout ça. Les boucles, ça ne prend pas de temps. L'administration est infiniment rapide. Donc, je redéclare le signal S1. Je rentre et S1, donc je le marque comme inconnu. Je rentre dans le... J'ai oublié de rentrer dans la trappe. Slide 36, j'ai oublié de rentrer dans la trappe en 36, si quelqu'un peut noter ça. Là, on voit qu'on rentre... Ah non, j'ai pas oublié. Je suis désolé. Je suis rentré dans ce parallèle d'abord, bien sûr. Le corps du signal, c'est un parallèle. Non, c'est un trappe. Oui, j'ai oublié de rentrer dans la trappe. Ensuite, je rentre dans ce pause. Dans ce pause, je vois que je ne peux pas émettre S1. Donc, puisque je ne peux pas l'émettre, S1 est absent. Donc, très bien. Maintenant, le trappe aurait dû être vers avant. Je vais dans la boucle, et ça, on l'a déjà vu. Je déclare le signal S2. Je sais que S1 est maintenant absent. Et donc, comme il est absent, je n'émets pas S2 ici. S2 est absent parce qu'il n'est pas émissible. Et voilà, donc je marque S2 absent dans mon programme. Et puis, j'atteins la pause. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué que le premier exemple parce qu'il y a le trap on a fait un déroulé, puis on est sorti du trap, on a rebouclé une fois sur S2, une fois sur S1. Il n'y a rien de spécial. La sémantique nous dit que ça fait exactement ça, puis c'est marrant. Il n'y a rien de spécial. Sauf que si on regarde bien ce qui s'est passé, on voit qu'il y a eu 3 configurations successives de schizophrénie. Il y a eu S1 présent, S2 absent au début. Après, il y a eu S1 présent, S2 présent. Et puis après, il y a eu S1 absent, S2 absent. Tout ça, c'est arrivé en même temps.
C'est arrivé en même temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarderait de l'extérieur aurait vu, qui aurait le droit de voir les microsteps, aurait vu ces choses se produire. Hein, là, ce n'est pas observable de l'extérieur. Tout à l'heure, on va le rendre observable de l'extérieur. Et donc, c'est assez rigolo, ça, mais ça prouve que si on traduit en circuit, là, ça va faire doublement n'importe quoi, parce que S2 prend 3 valeurs successives dans le même instant, et un fil, ça n'a qu'une valeur dans un circuit dans un instant. Donc, il va falloir faire quelque chose. OK, ça, c'est à peu près clair. Il suffit d'être... Oui, le point très important, là, on a 2 S1, 3 S2, 3 combinaisons. S2 est doublement schizophrène. Le point très important, c'est que ce que je vous ai fait, c'est du boulot d'ordinateur. Hein. Suivre l'exécution, c'est ce qu'on appelle un interprète. Donc moi, j'ai rien fait. J'ai juste fait ce que fait un ordinateur stupide. Il n'y a pas un pet d'intelligence dans ce que j'ai raconté. C'est juste comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que les choses arrivent en même temps, mais quand même, elles sont séparées. C'est-à-dire que les incarnations, si vous avez vu les S2, ils naissent, ils sont émis ou pas, ils disparaissent, ils renaissent, ils sont émis ou pas, ils disparaissent, ils renaissent, ils sont émis ou pas, ils disparaissent, ou ils ne disparaissent pas à la fin. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence entre ces différentes incarnations. Comme il n'y avait pas d'interférence dans les incarnations de Vishnu, elles sont historiquement séparées. Et donc, il n'y a pas de difficulté. Elles sont à l'intérieur d'un instant, elles sont séparées, il n'y a pas de difficulté. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter la schizophrénie? Alors, la méthode la plus bête, qui a été employée au début des compilations en logiciel, par exemple, et de la compilation en circuit, mais vous allez voir qu'il ne vaut pas un clou, c'est de dire, pour éviter la schizophrénie, fabriquons 2 personnalités en vrai. Hein, pour éviter qu'une personne ait 2 personnalités dans sa tête, dupliquons la tête, avec une personnalité dans chaque. Donc ça, c'est très facile. Vous prenez notre premier programme, le programme banal, vous prenez ce programme banal et vous faites simplement une boucle, mais en mettant 2 fois le corps. Vous mettez 2 fois le corps, donc vous avez P qui devient P.P. Et ça, dans une boucle, dans aucun langage, ça ne change rien. Hein. Faire P.P dans une boucle, ça ne change rien. Alors ça, c'est cool, on va voir que ça marche bien. Effectivement, au début, on démarre avec un S0. J'aurais donné des petits noms, mais normalement, ils n'ont pas. Hein, c'est juste pour la compréhension. Normalement, c'est S, les 2. Mais de toute façon, quand il y a 2 variables qui ont le même nom, on finit toujours par leur donner des noms différents quelque part. Donc S0, donc ce que j'ai dit ici, S0 est absent, on l'a vu là tout à l'heure, S0 est absent, ou est absent, on va dans le pause. Ensuite, j'émets S0 qui devient présent, et toujours, alors là je suis au 2e instant, et au 2e instant, j'enchaîne immédiatement, puisque le contrôle ne prend pas de temps, dans S1, et S1 est absent. Donc on avait S0 présent, S1 absent, mais cette fois-ci, il n'y a plus de schizophrénie, parce que ce n'est pas les mêmes bêtes, ce n'est pas les mêmes. Donc la schizophrénie a disparu avec brutalité, parce que j'ai copié complètement le corps. Donc il y a 2 corps, et en fait, ça continue pareil ici, S1 est présent, à l'instant 3, hein, S1 est présent, ensuite je boucle, et je reviens dans S0, etc. Et on voit qu'on alterne en fait entre successivement, dans 2 instants différents, entre S0 et S1. Donc ça marche bien, c'est cool, ça fait qu'on a réduit cette duplication à supprimer la schizophrénie, mais c'est très parano, et la parano n'est pas tellement une bonne manière de supprimer la schizophrénie, d'après ce que je sais de la médecine. Et donc, c'est un peu violent. Alors, pourquoi c'est violent? Bon, ça marche pour le parallèle pareil. Hein. On duplique, si ce n'est pas un signal, c'est un parallèle, on le duplique aussi. Mais ça ne fonctionne pas en pratique. Pourquoi ça ne fonctionne pas en pratique? Parce que ça a juste un petit défaut, c'est que c'est exponentiel. Alors, pourquoi c'est exponentiel? Vous n'avez qu'à prendre 3 signaux imbriqués les uns dans les autres. Donc, vous avez loop signal, loop signal, loop signal. Et puis, il faut dupliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous avez ici, ou c'est pareil dans l'autre sens d'ailleurs, vous dupliquez signal S3, mais comme ça, c'est dans une boucle sur signal S2, vous êtes obligé de dupliquer sur la boucle sur signal S2. Et comme c'est dans une boucle sur signal S1, vous êtes obligé de dupliquer dans la boucle sur signal S1. Et vous vous trouvez avec des codes exponentiels. Et ça, en pratique, c'est inacceptable. Parce que ces imbrications, elles existent assez fréquemment. C'est des profondeurs comme ça, de 5 ou 6, c'est tout à fait pas rare. Mais 2 puissance 5, c'est vraiment pas bien comme nombre, ou 2 puissance 6. Et puis en plus, votre code source devient joyeusement incompréhensible. Parce que ce n'est pas là-dessus que vous allez débugger quand même. Hein, donc, ce n'est pas raisonnable. Enfin, ça marche, ça prouve que le problème est soluble. Alors, deuxième solution,
qui n'est pas la première historique. La première historique, c'est la mienne, que je vous montrerai après celle-ci, parce que celle-ci est plus simple à l'œil. Elle a des grandes qualités et des défauts, et que je vais vous expliquer. Donc l'idée, c'est de comprendre la théorie des réincarnations. Quand on duplique, on a été vraiment bestiaux. On a fait deux incarnations complètement différentes. Là, les 2 S1, quand on duplique la boucle, il y a 2 S1 syntaxiquement. C'est vraiment un peu assez raide ce qu'on a fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on est exponentiel? Est-ce qu'on peut faire mieux? Vous allez voir, oui, on peut passer assez facilement à quadratique, ce qui est quand même mieux qu'exponentiel. Beaucoup mieux qu'exponentiel. Alors, les deux incarnations, on les voit ici. Vous voyez, j'avais dit S est en même temps absent et présent, et on va leur donner des noms. Donc, Matsya, c'est la première incarnation de Vishnu, c'est le bateau, c'est le poisson licorne qui sauve le bateau dans lequel il y a les animaux et les hommes. C'est une version de l'Arche de Noé dans la mythologie indienne. Et le deuxième, c'est Kurma, c'est la tortue. Vishnu se transforme en tortue la première fois dans ce poisson. Et ça, c'est le serpent de l'éternité qui sert à tirer le bateau quand même, c'est assez classe. Et Kurma, c'est encore le même serpent qui sert à barater l'océan de lait avec la montagne, je ne sais plus laquelle c'est, une montagne sacrée. Enfin bref, voilà, vous avez deux. Et vous regardez bien parce que le poisson est à la surface et lui est en dessous de l'eau. Ça va nous servir beaucoup, ça. Bien, alors, il faut séparer ces deux incarnations, mais en étant moins brutal que la duplication totale. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va distinguer dans une instruction entre deux choses, la surface et la profondeur. Donc, la surface que je mettrai en bleu parce que c'est près du ciel, et la profondeur en vert parce que ça ressemble à la flotte. La surface, c'est ce qui est accessible. Donc, on a la partie ici, la partie qui pose problème, c'est le signal qui est à l'intérieur de cette boucle que j'ai caché pour qu'on voit que le signal. On va chercher ici à couper ça en deux. La surface, c'est ce qu'on peut atteindre du début directement. Donc, cette instruction ifs zenemito end, on peut l'atteindre. Et puis, la moitié de se pose, ce que j'appelais le PA souligné là. Mais là, je préfère le couper horizontalement, ça revient au même. Donc ça, c'est la surface, et la profondeur, c'est le reste. C'est ce qui démarre des pauses. Donc ce n'est pas pareil, parce que ça, c'est dans l'instant où j'arrive, et ça, c'est dans les instants d'après. Donc on coupe surface et profondeur. OK? Donc ça, c'est très simple comme machine, et vous allez voir que ça fait des choses intéressantes. Alors, un avantage, c'est qu'on veut éviter de dupliquer la profondeur. On va dupliquer juste la surface. Parce que quand on rentre dans une boucle, on rentre dans la surface. On ne peut pas aller direct dans la profondeur, on n'a pas le droit de traverser des pauses. Donc on est dans la surface. Donc on va essayer de ne pas toucher à la profondeur. Et pourquoi c'est important? Parce que la profondeur, en général, c'est beaucoup plus long que la surface. Et puis il y a beaucoup d'instants dans la profondeur, là. Et dupliquer, il y a une chose qu'il ne faut pas dupliquer, c'est les pauses. Parce que dans les circuits, ça reviendrait à dupliquer des registres. Et dupliquer des registres, ça tue le hardware, c'est très cher les registres, et ça tue tous les algorithmes d'optimisation extrêmement efficacement. Encore qu'on pourrait s'en sortir, mais quand on n'aura même pas besoin de le faire, on va voir la solution. Alors, la surface et la profondeur ne sont pas nécessairement disjointes. Un exemple ici d'instruction, l'instruction émitique, c'est à la fois dans les deux. Pourquoi? Parce qu'on peut passer en surface par ce ifs then emito end emitix. Ça, c'est dans la surface. Emitix, c'est dans la surface par ce chemin-là. Et on peut passer dans la profondeur par if then else pause. Et le emitix étant après le pause, devient dans la profondeur. Donc, la surface et la profondeur ne sont pas disjointes. Ça ne va pas gêner, ça ne va poser aucun problème, je ne vais pas détailler ça. Les algorithmes s'en sortent extrêmement bien, il suffit de même pas penser à ce problème pour qu'il y ait là-bas. Donc, cette zone est mixte parce qu'elle est accessible soit instantanément, soit dans le temps. Bon, mais les algorithmes ne vont même pas s'apercevoir de ce problème, c'est juste qu'il faut le citer pour voir que tout n'est pas aussi lisse qu'on aimerait des fois. Alors, solution d'Olivier Tardieu. Dans sa thèse, la première solution, c'est de dire on va carrément enlever la boucle et remplacer la boucle par un goto. Mais pas n'importe quel goto. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il copie la surface en copiant la déclaration du signal, toute la surface, il copie ça. Okay, signal S in fs emito, else, et au lieu de copier la pause, il envoie un goto sur la pause. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on rentre, on arrive dans la pause. Et ensuite, on fait la profondeur. Quand on a fini la profondeur, on arrive sur la deuxième surface, mais au lieu de s'arrêter sur une pause là, on revient à cette pause là. Donc ça fait tac, ensuite tac, et ça boucle comme ça. Donc la première partie est perdue à jamais. Et
et ça boucle comme ça. Donc ça, c'est très bien. Ça a quand même des gros inconvénients, c'est que mettre des goTo dans un langage parallèle, ça pose des difficultés. Il y a des conditions de cohérence qui sont compliquées. Par exemple, si on a deux goTo parallèles, il faut absolument qu'ils amènent dans des pauses. C'est-à-dire si on veut mettre goTo dans le langage et pas seulement dans cette expansion, c'est un peu difficile. Et ce n'est pas idiot non plus. Il se trouve qu'il y a des moments où on aimerait bien avoir cette instruction. Mais ici, je ne vais pas insister là-dessus, mais ce n'est pas trivial de mettre goTo dans le langage. Bon, mais ça se fait. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ce goTo pose-là, il nous fait sortir d'une deuxième profondeur qui est un peu plus profonde que la première. OK? Bon, très bien. Donc, maintenant, on voit, on a effectivement dupliqué signal S, mais on n'a pas dupliqué la profondeur. Alors, ça, c'est vraiment cool, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il y a une façon de faire qui est meilleure, qui est encore due à Tardieu, qui est très postérieure à la solution que je vais vous montrer après, mais qui est vraiment bien parce que c'est compatible. Avant de ça, je vous rappelle, donc on a les deux incarnations ici, Matzia et Kourma, qu'on voit bien, on les a bien séparées. Alors l'autre solution, ce n'est pas de mettre la surface en queue, c'est de mettre la surface en tête, et on garde la boucle. Donc j'ai ma boucle ici, mais au lieu de sortir et de rentrer au milieu de la boucle, je vais boucler tout à fait normalement, mais c'est en tête que je vais rajouter la surface et le goTo. Donc quand j'arrive, je fais une copie de la surface ici, et je fais une copie de la surface et je mets mon goTo pose. Et à partir de là, je tourne normalement dans la boucle. L'avantage, c'est que tourner dans la boucle reste normal. Donc on n'a pas perdu la boucle, on la garde, mais justement, tourner dans la boucle reste parfaitement normal. Alors, ce goTo pose nous amène donc au milieu de la boucle. Il y a des tas de fois où on aimerait bien démarrer des boucles au milieu de la boucle, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir plus goTo pose. Et donc, notre surface ici est au-dessus. Et là c'est un peu plus logique parce que, quelque part, la première incarnation, elle va servir qu'une fois, ici, et la deuxième incarnation va être dans la boucle, Kourma. OK, donc ça, c'est bien. C'est une très bonne idée. Ça se généralise très, très bien. Et on va voir pourquoi c'est quadratique. Alors, c'est quadratique pour une raison simple. Prenons 3 signaux, cette fois-ci imbriqués, et regardons ce que c'est que faire cette expansion. Alors, je pars de l'extérieur, je vais expanser S1, la loupe S1. Alors, je prends ça, et donc il faut calculer la surface de cette instruction, qui est ça, là, jusque-là, et puis la profondeur, c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la surface, et je remplace le pose par un goTo pose, c'est tout. Et puis, je laisse la boucle, et maintenant, il faut que je fasse la même opération sur l'intérieur. Ce que je fais, c'est je prends la surface de ça, qui est loop signal S3 une surface, d'accord? Loop signal S3 une surface, c'est pas loop, pardon, c'est le loop signal S2. J'ai pas mis le truc au bon endroit là. Ça c'est loop signal S3. Il devrait être au-dessus de la boucle. Le carré bleu là devrait être au-dessus de la boucle. Slide 66. 66, j'ai pas vu ça. C'est pénible. Ça. C'est très dur de faire ces slides tant qu'on fait pas le cours. Bon, c'est pas grave. Je prends la surface et qui est là, d'accord? Je prends cette surface et ensuite j'ai la boucle. Mais la boucle, j'ai mis loop signal sur la même ligne parce que sinon ça prend trop de place. Donc la boucle ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais la même opération sur ce qui reste, c'est-à-dire sur S3. Et donc je prends la surface qui est simplement la surface de tout, ok? Et puis ensuite dans la boucle, je remets l'ensemble. Et donc ce qu'on voit, c'est que on a fait de l'extérieur, on a pris la surface là, on a pris la surface là, on a pris la surface là, on les a rajoutés. Alors qu'est-ce que ça fait au niveau d'addition? Avant, il y avait un S2, avant, il y avait un S2, 1 S1, 2 S2, 3 S3, et maintenant, il y a 2 S1, 3 S2 et 4 S3. OK? Et ça indique quadratique, parce que ce que j'ai ajouté, c'est 1 S1 plus 2 S2 plus 3 S3. S'il y avait n Sn, s'il y avait n boucles imbriquées, ça ferait n Sn, et ça, c'est N2. 1 plus 2 plus 3, c'est à peu près N2. C'est Nn plus 1 sur 2, ça ne change rien, c'est N2. OK. Donc cette opération de duplication des surfaces, c'est assez simple, elle est facile à faire, et elle a l'avantage d'être quadratique et de bien marcher. Elle a un gros inconvénient pour moi, c'est la traçabilité, c'est le fait que le code a changé. Et moi, j'aime bien, quand je débug, travailler avec mon code et pas un code qui a été modifié par quelqu'un indépendamment de ma volonté.
Et donc, c'est un inconvénient sérieux. Mais on va voir qu'on va pouvoir aussi supprimer cet inconvénient. OK, donc ça, c'est simple. C'est au lieu de dupliquer tout, on duplique que la surface. Alors, ça allonge le code source en plus. Donc, tout ça s'est présenté de façon extrêmement élégante dans la thèse d'Olivier Tardieu, que je vais mettre en ligne sur mon site, qui est très, très bien écrite. Et il y a des optimisations subtiles qui vont suivre, qui vont donner des résultats bien meilleurs que tout ça. Alors, ma méthode, c'est différent. C'est de mettre des index sur les incarnations. Je ne veux pas toucher au code source, mais je vais la noter. Donc ici, l'inconvénient de la méthode de la duplication de la surface, il est assez clair. C'est que si je commence ma boucle par un très long code instantané, ça c'est plein de code, mais qui ne prend pas de temps en état d'opération, eh bien cette méthode-là va dupliquer ce code instantané, ce qui est complètement idiot. Il y est pour rien, il n'y a que le signal qui est schizophrène, ce code-là n'a rien à voir avec le sujet, donc je n'ai pas du tout envie de le dupliquer. C'était ça mon idée au départ, c'est pour ça que je n'ai pas fait des duplications de sources. Il n'est pas schizophrène, il ne faut pas y toucher. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des petites étiquettes, et vous allez voir que ça va aller très profondément, cette histoire. On peut mettre des petites étiquettes sur le source, et je vais le faire en disant quelle est la profondeur qui m'intéresse, c'est-à-dire combien de fois je duplique si je fais ma duplication de source. Ici, la profondeur, c'est 0, je ne duplique rien, c'est ça que je veux. Quand je rentre dans signal S, lui, il est schizophrène parce que ça, c'est instantané, donc la boucle va rentrer instantanément dedans si on en sort. Eh bien, c'est 1 la profondeur, ça veut dire qu'on est à 1 niveau de duplication. Quand je ressors de mon signal, c'est 0, et voilà. Et puis la surface, je vais dire que la surface, elle va être notée 0/1, c'est pas une division, c'est juste une notation, 0/1, et la profondeur, je vais l'indexer 1/1. Et ça va me séparer mes bébés. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, donc, qu'est-ce que c'est que ces index d'incarnation dont je parle? Alors, c'est des paires d'entiers L sur D. L, ça s'appelle le niveau, et D, la profondeur. Avec L, le niveau est toujours inférieur ou égal à la profondeur. Alors, j'ai très peu d'opérations là-dessus. J'en ai une. Donc, les surfaces vont être indexées de 0 à D-1. Par exemple, pour la profondeur 3, les surfaces, c'est 0, 1, 2. Et la profondeur, c'est 3. Donc, la profondeur, c'est 3/3. Et les surfaces, c'est 0/3, 1/3, 2/3. Donc ça va être facile. Alors j'ai 3 opérations. Push, qui a augmenté la profondeur sans toucher au niveau. Donc push de L sur D, c'est L sur D plus 1, mais on va voir ça à l'œuvre. Donc si je fais push sur 1 tiers, ça fait 1 sur 4. Push sur 3/3, ça fait 3/4, etc. Vous avez l'inverse, pop, qui consiste à décrémenter la profondeur. Push, c'est rentrer dans un bloc, et pop, c'est sortir du bloc. Et pop, ça doit respecter la contrainte que le niveau est inférieur ou égal à la profondeur. C'est-à-dire que pop, ça va être le min de L D-1 et D-1. Par exemple, pop de 1 tiers, c'est 1,5, enfin 1/2. Pop de 2/3, c'est la même chose que pop de 3/3, c'est 2 sur 2. On le voit ici. Là, je pop, donc je fais moins 1 sur la profondeur, mais je suis obligé de faire moins 1 sur la surface aussi, parce que je suis obligé que le premier nombre soit inférieur ou égal au second. Très bien, alors ça va être très facile avec tout ça de travailler. Et puis la profondeur d'un niveau, c'est D sur D, c'est-à-dire que je prends vraiment l'index de la profondeur qui est toujours D sur D. Les profondeurs vont toujours être nommées D sur D. Alors prenons notre exemple là, ce n'est pas bien compliqué. Je commence par mettre un 0 partout. Sur la surface, j'indexe en 0. Donc là, je suis au niveau 0, donc je mets 0 sur 0/0, 0/0. Dans le code LCI là, que je ne vais pas dupliquer, justement, je ne touche à rien, je mets 0/0, 0/0. Ça veut dire que ça, c'est de la surface de top level. Et puis quand je rentre dans le signal, j'ai profondeur 1. Donc je passe le 0 sur 0 en 0 sur 1. Ça, c'est push. Bon, et puis je continue. Là, je mets if 0 sur 1, s 0 sur 1, emit 0 sur 1. O, il était déclaré au-dessus, donc c'est 0 sur 0, lui. N 0 sur 1, point virgule 0 sur 1, et l'entrée dans le pose 0 sur 1. OK, donc ça c'est tout bête, je suis mon chemin en mettant que des zéros sur la profondeur locale. Alors maintenant, donc on voit que j'ai fait Matsya. La Matsya s'appelle maintenant 0 sur 1, la première réincarnation de Vishnu. Et ensuite je vais repartir de la pose, et là je suis dans la profondeur, donc je repars avec 1 sur 1. Donc j'appelle la pose 1 sur 1, j'émets le S 1 sur 1, et ici je fais pop,
parce que j'atteins le signal, je sors de... Ici, j'ai fait prof, hein, et Kourma a été alloué en 1 sur 1. Kourma, c'est l'incarnation de la profondeur. Elles sont toutes les deux au même endroit maintenant. Mais au lieu d'être dans 2 morceaux différents et de s'appeler différemment, c'est l'index qui est différent, la surface 0 sur 1, et Kourma à la profondeur 1 sur 1. Donc ça marche très bien. Et puis, quand on fait pop ici, hein, quand on fait pop, eh bien, on repasse en 0 sur 0, ce qui fait qu'on va dupliquer ni LCI1 ni LCI2, et qu'on n'aura pas de duplication hors de ce qui nous intéresse. Alors ça marche très très bien, et on va l'exécuter pour voir ce que ça fait. Et on comprend bien qu'on a bien distingué Kourma de Matzia. Il n'y a pas de duplication des LCI, ça c'était vraiment très important en pratique. Et la profondeur, maintenant, c'est casse-pied d'avoir toujours ces 0 sur 1, 0 sur 2, surtout que j'ai sur 1, j'ai tout sur le côté, là, les profondeurs, elles sont toutes là, sur le côté. Donc, je vais les enlever, je vais juste mettre le L, le niveau. Hein, si vous voulez la profondeur, on la récupère ici. Il n'y a que le niveau qui va compter, très simplement. Une fois qu'on a fait des marquages, c'est fini. Donc, l'instant 1, on rentre en 0, et je vais faire que du 0, là. Hop, if 0, F0. Il n'y a pas d'émetteur de S0 du tout. Du tout, c'est même pas qui n'est pas accessible, c'est qu'il n'y en a carrément pas, là. Donc, je n'émets pas S0, je termine et j'arrive dans le pause. Donc, ça, c'est super simple. Je n'émets pas S0 et je n'émets pas S1 parce que celui-là est inaccessible pour le coup. OK, ça, c'est le début. Je repars, j'émets S1, donc c'est bien. Matzia n'était pas émis et Kourma est émis ici. Je sors de mon signal, je fais mon LCI2 qui ne prend pas de temps et qui n'est pas répliqué. J'arrive à la boucle, je reviens, et je reviens en 0 cette fois. Parce qu'ici, c'est marqué 0, je fais ce qui est marqué là. Je prends toujours l'index qui est marqué, je reviens en 0. C'est-à-dire je reviens comme au début. Et je ne reviens pas en 1. Donc on voit très bien qu'ici, j'étais en 1 à la fin de la boucle, et je suis en 0 au début de la boucle. Donc ça m'a bien séparé mes machins, et ça marche tout seul. OK. Alors, la clé, c'est vraiment qu'on a ces 2 objets maintenant. Hein. Ils sont plus séparés dans le source, c'est le même objet dans le source, mais ils ont des tags différents qu'on peut tout à fait montrer en debug aux gens. Hein. Alors, on va maintenant passer à la taille au-dessus. On va prendre le pire des cas de schizophrénie, là, le cas sur lequel tous les médecins se mobilisent, qui va être... surtout qui va montrer, on va pouvoir observer le résultat. Parce que là, je ne parlais que des signaux locaux, mais les signaux locaux, on ne les voit pas de l'extérieur. Donc le cas que je présente maintenant va permettre de voir la schizophrénie à l'œuvre et voir son effet sur l'extérieur. Alors le programme n'est pas tout petit, mais il est très simple. C'est le même qu'avant, sauf qu'il y a une trappe en plus. Vous voyez, il est très symétrique. Il y a pause émite S1, exit T1. C'est loop trap signal, pause émite S1, exit T1, pause émite S2, exit T2. Et ici, un détecteur qui va regarder les 4 cas possibles de S1 et S2. S1 et S2 ensemble, on émet S1 and S2. S1 présent, S2 absent, on émet S1 and then S2, etc. Donc comme ça nous permet d'exporter à l'extérieur les 4 cas possibles. Alors regardons ce qui se passe. On va mettre d'abord les profondeurs. Ici, on est en 0. Le loop trap signal là, nous met en 1. Le signal passe en 1 parce qu'il est schizophrène. Le signal S2 passe en 2. Donc là, on voit qu'on a la profondeur, on va jusqu'à la profondeur 2. Là, on fait pop, on repasse à la profondeur 1. Là, on fait pop, on repasse à la profondeur 0. C'est tout bête. Et puis, on commence à exécuter. Et alors là, il faut être bête comme un ordinateur. C'est très difficile d'être bête comme un ordinateur. Quand je faisais des cours aux enfants à l'école Montessori des pouces verts, je leur disais « Essayez d'être bête comme un ordinateur ». Ils nous disaient « Mais c'est trop dur, on n'y arrive pas ». Essayez donc d'être aussi bête que les slides, ça marchera. Donc je rentre là-dedans, donc j'indexe mes signaux quand même, je préindexe les signaux. Donc l'extérieur, ils ont 0. S1, il a 0,1 parce que S1, il a 2 incarnations. S2, il a 3 incarnations, donc il a 0, 1, 2. Donc lui, il est doublement schizophrène, il a 3 incarnations au lieu de 2. Bien. Alors, Matzia, on voit qu'il y a un Matzia pour S1 ici, un Matzia pour S2 ici, les premières incarnations. Ici, on a Kourma en 1 pour les 2 signaux. Puis il y a un petit nouveau, qui est la 3e réincarnation de Vishnu, Varaha. Alors Varaha, c'est quand le monde a été créé, la Terre est plantée dans l'océan. C'est une création féminine, c'est une création par l'eau.
l'accouchement, l'accouchement de la Terre est mise dans l'océan et normalement elle flotte, puis ce jour-là, elle a coulé. Et donc Vishnu s'est transformé en sanglier et il a pris la Terre sur son groin pour la remonter et la sauver de la noyade. C'est assez classe quand même. Et c'est très bien pour nous parce qu'on voit que Matsya est en surface, que Kurma est à moitié en surface et que Vara va beaucoup plus profond. D'accord ? Alors ça s'effondre avec la 4e réincarnation de Vishnu qui est Narasimha, l'homme lion. Là, ça ne marche plus du tout, ça se passe sur Terre. Mais je pense que l'image est tout à fait rigolote, puis c'est comme ça qu'on a trouvé tout ça, hein, quelque part. Voilà, donc c'est très bête ce programme, on va le suivre bêtement, hein, il suffit de ne pas être intelligent et de ne pas se tromper dans les slides. Quand on arrive, on arrive, comme d'habitude, on fait loop, trap, signal, pause. Pof, la première branche, on fait pause. La deuxième branche, donc le signal là, on le déclare. Maintenant, il est... Alors, je ne vais plus colorer les signaux, parce que ça ne veut plus rien dire, comme toutes les incarnations sont ensemble. Je vais corréler que les index d'incarnation, colorier que les index d'incarnation. Donc, on les met, on ne sait pas. On rentre dans ce pause, ensuite, on rentre d'abord dans ce parallèle, par contre, on va rentrer dans ce pause. Donc, on va décorer S1, puis là, on s'arrête sur ce pause. Là, on fait pareil. On va aller sur cette boucle, on va aller sur strap, on va aller sur signal. Là, on déclare S2 comme étant inconnu. On rentre sur ce pause, ce parallèle. On rentre sur ce pause, on rentre sur cette boucle, et puis là, on se dit, ah, tiens, il y a un test à faire. Que valent les S1, S2 ? Alors, on a déjà fait le raisonnement 14 fois. S1 et S2, comme c'est bloqué sur les poses, il n'y a plus d'émetteurs. Donc S1 et S2, ils ne peuvent qu'être absents tous les deux. Et donc, on prend le cas qui est là. Bon, if case, c'est une instruction nécessaire et étendue, hein, vous pouvez la faire facilement. On émet NS1 et NS2, qui veut dire qu'il n'y a ni S1 ni S2. Bon, ça c'est banal, c'est pas là, il ne se passe jamais rien au premier instant, c'est au deuxième instant que ça joue. Et c'est là qu'on va s'amuser, vraiment. Donc la fin du premier instant est signalée par le fait qu'on est arrivé sur toutes les poses, il n'y a plus rien à faire. On attaque le deuxième instant. Alors, deuxième instant, on a 3 poses qui sont les points de départ, c'est de là qu'on redémarre. Alors, redémarrons du premier. Alors si on démarre du premier, on voit que ici on fait emit S1, donc je mets S1, 1. C'est marqué, c'est S1, 1, parce que ça suit la pose, c'est dans la profondeur 1 ici. Et donc je marque S1, 1 allumé. Rouge. Alors ensuite, le deuxième pose va dire, moi j'émets S2, 2. C'est marqué là le 2. Hein. Hop, je suis parti en 2 du pose, je fais un 2, donc j'émets S1, 2. Ok, c'est une autre façon de dupliquer. Hein. J'émets S1, 2, bon, très bien. Alors les exits qui sont là, je les traiterai après. Hein, parce que quand on a un trap exit, je vous rappelle, il faut d'abord tout terminer avant de faire un exit. Hein. Alors maintenant, on rentre ici dans cette boucle. Non, pardon, on sort de ce pause, on sort de cette boucle, on revient dans la boucle et on se pose la question sur if, qu'est-ce qui se passe ? Ce truc-là, il y a une boucle autour, c'est un détecteur qui est là tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on sait qu'on a S1 et S2, on a S1, 1 et S2, 1, S2, 2 allumés. Hop, donc on va faire... là, comme on arrive avec le test 2, hein, on regarde S1, 1, pop, parce que lui, il ne connaît pas le niveau 2, et S2, 2, qui connaît le niveau 2, ils sont tous les deux présents, donc on émet S1 et S2 en même temps. Donc très bien, on a vu que S1 et S2, on a vu de l'extérieur que S1 et S2 étaient arrivés en même temps. Alors maintenant, très bien, on arrive à ce pause. Donc c'est un peu fini, ce serait un peu fini s'il n'y avait pas les trappes. Mais maintenant, il y a une trappe ici. Il y a la trappe exit T2. Donc on fait la trappe exit T2. Ça veut dire que ça nous détruit tout l'intérieur de la trappe. Il a fallu attendre que tout soit fini, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la faire avant. On détruit l'intérieur de la trappe ici, croc. Donc en particulier, maintenant on va reboucler. Je me demande un truc. Non, on fait la trappe, on reboucle. Okay, on reboucle, et ça veut dire quoi ça quand on reboucle ? Ça veut dire qu'on va redescendre tout ça, on va rouvrir la trappe, et maintenant on va redéclarer signal, mais avec quel index ? 1. Donc la première fois, on est arrivé par 2,
et la trappe nous fait remonter d'un index 1. Donc on est passé dans la surface intermédiaire. Et là, on refait le même calcul, donc pause, et on voit que S2,1 ne peut pas être émis, d'accord? S2,1 ne peut pas être émis d'un côté. Là, on tombe sur ce if. Et maintenant, S1,1 est toujours présent, lui, il n'a pas changé. S2,1, comme il ne peut pas être émis, il est absent. Et donc, le if prend ce test-là. Donc, en même temps, c'est tout ça, c'est en même temps, on voit que S1 and not S2 s'allume aussi. Donc, de l'extérieur, on voit, tiens, il y a eu toutes ces combinaisons. Bon, très bien, on se bloque sur ce pause. Mais alors, ce n'est pas fini, parce qu'il y a une boucle encore au-dessus avec un exit, un trap avec un exit. Donc, on sort de cet exit maintenant. Donc, on efface tout, on sort de cette trappe, on reboucle, et on refait exactement comme au premier instant. Et au premier instant, je vous rappelle, on avait émis S1 est absent et S2 est absent, parce que ni S1 ni S2 ne peuvent être émis, parce qu'il y a un pause avant eux. Donc, de l'extérieur, on se met à voir maintenant le signal NS1 et NetS2 0. Alors, de l'extérieur, il n'y a rien d'autre de visible que ces trois signaux arrivent en même temps. Et la façon de ce qui s'est passé à l'intérieur, par exemple, si vous faites un circuit qui fait ça, il n'y a aucune raison que ça se passe dans cet ordre-là dans le circuit. Si vous faites de l'optimisation booléenne, le circuit il est transformé en ce que vous voulez qui fait le même boulot. Par exemple, un truc qui va émettre ces trois signaux sans se poser la moindre question sur S1, S2, S3, c'est tout ce qui restera. Il vous restera un signal qui, au premier coup, le programme qui va rester une fois l'optimisation qu'on va faire la prochaine fois, c'est un programme qui, au premier coup, émettra celui-là, et au deuxième coup, et troisième et quatrième coup, etc., émettra ces trois-là. Donc le programme, tout le code va disparaître, mais on va préserver la sémantique. Donc ce phénomène-là de schizophrénie n'a rien d'effrayant et il est parfaitement guéri par la façon dont on nomme, dont on indexe ces instructions par ces valeurs de différents niveaux de surface et de niveaux de profondeur. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui ont voulu faire des STRL sans faire ça. C'est très gentil, ça simplifie tout, c'est juste qu'on ne peut pas programmer avec. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre un module, dans une boucle parce que ça va être refusé, parce que si jamais ce module a des signaux locaux dans une boucle, ben vous laissez tomber. Donc, on ne peut pas programmer. Donc, traiter ce problème est absolument indispensable en pratique. Et moi, personnellement, je considère que c'est la pratique qui a raison, ce n'est pas les embêtements que ça me donne. Voilà, donc très bien, et puis on finit sur ce pause, et si on finit sur ce pause, on finit sur cet if qui va émettre ça, j'ai été un peu vite, on finit sur ce pause, et puis là, l'instant est complètement terminé. OK, donc ça marche très bien tout ça, puis on voit que ça ne va pas être très compliqué à faire, ça en pratique. Hein. On a juste vectorisé des choses, hein, c'est rien de spécial là. Alors, j'aimerais bien, il y a juste un truc qui va faire on va faire deux trucs d'un coup. Optimisation. Alors ça, c'est quand même, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça tout le temps? Donc la réponse est non. On peut être beaucoup plus malin que ça, et si on analyse le problème un peu plus finement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment besoin de rien faire si ce signal n'est pas schizophrène, c'est-à-dire si on ne peut pas en rentrer et ressortir dans le même instant. Donc ça vaut le coup de faire un peu d'analyse statique pour détecter si un signal risque d'être schizophrène. S'il n'est pas schizophrène, on s'en fout, on ne fait rien. OK. Alors déjà, il y a deux, trois remarques à faire. Alors moi, au début, je les ai faites dans le compilateur, c'est dans les années 93, je ne sais plus, et je ne les ai jamais vraiment justifiées, comme souvent en analyse statique chez les débutants. Mais on peut les justifier, vous allez voir comment. Alors, il y a deux remarques fondamentales. La première, c'est que s'il y a plusieurs boucles imbriquées, mais sans signal entre, s'il y a un paquet de boucles, ça n'a aucune différence avec une seule boucle. Parce qu'on peut voir, par une analyse un peu fine des chemins, qu'on ne peut pas boucler deux boucles dans le même instant dans un paquet de boucles imbriquées. Sinon, ça ferait un cycle instantané qui est rejeté par la sémantique et par le compilateur. Donc déjà, ça simplifie. Si vous avez des boucles imbriquées, ce qui est quand même assez fréquent, eh ben, s'il n'y a pas de signaux entre ou de parallèles entre, eh ben, vous considérez ça comme une seule boucle et ça va vous diminuer bien les choses. L'autre chose, c'est que quand on a des tas de signaux imbriqués, un parallèle ou des signaux, c'est pareil, hein, on a des tas de choses comme ça, ben, en fait, il suffit de traiter celui du dessus.
ça va automatiquement traiter ceux d'en dessous. Parce que ça va se passer là, la réincarnation, c'est là qu'il y a un problème entre la fin et le début. Et si vous sortez la surface de tout ça, vous désincarnez tout le monde, vous réincarnez tout le monde en même temps. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de faire ça récursivement. Il faut être plus malin. Paquet de boucles égale une boucle, et paquet de signaux égale un signal. Donc ça, c'est très utile. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas bon. Et voilà, par exemple. Et puis, il y a besoin de le faire que si ça va arriver, que si ça risque d'arriver. Donc pour que ça arrive, il faut qu'il y ait un chemin qui parte de l'intérieur de tout ce système, qui aille à la boucle, qui revienne sur la boucle et qui revienne à l'intérieur de tout ce système. Si un chemin comme ça existe, il faut s'en occuper. S'il n'existe pas, il n'y a aucun danger, il n'y a pas du tout de schizophrénie sur le trajet. Alors donc j'ai fait une analyse statique un peu compliquée pour faire ça, c'est du parcours de graphes, c'est pas très marrant à lire et tout ça, mais bon, ça marche très bien. Dans les compilateurs STRL-V5 et STRL-V7, c'est la même analyse, un peu mieux écrite dans le compilateur industriel. Mais je n'ai jamais été spécialement fier de ça. Par contre, je savais que les résultats que j'obtenais, je ne pouvais pas les améliorer. J'étais vraiment, je pensais, dans les cas minimaux. Alors, de son côté, alors ça a un énorme avantage, c'est qu'en pratique, eh bien, il n'y a plus de problème. Là, on est passé d'exponentiel à quadratique et de quadratique à linéaire en pratique. C'est-à-dire, le contre-exemple que j'ai donné est quadratique. Celui-là est quadratique, il est fait pour, mais le voir arriver dans la nature, ce n'est pas si fréquent, quoi. En pratique, on a des réincarnations de 3, 4 niveaux, mais qui ne sont pas gênantes, qui vont multiplier la taille des programmes par 2 au plus dans tous les cas que j'ai connus, mais ça existe. Hein. Ça existe presque toujours, les réincarnations. Donc c'est bien. Olivier Tardieu, dans sa thèse, bien après, lui, c'est plutôt un algébriste, et il a amélioré sa méthode de duplication en écrivant une fonction dup4 que je ne vais pas vous détailler, parce qu'elle est subtile, mais qui fait en même temps, elle fait en même temps l'analyse d'existence, le fait qu'il ne faut pas dupliquer les paquets de boucles, elle fait tout ça en même temps, avec un argument qui est très intéressant, l'argument dup4, c'est la quatrième fonction de duplication qu'il définit. L'argument K, ici, c'est les codes de sortie qu'il ne faut pas sortir si on ne veut pas être réincarné. C'est les codes de sortie qui permettent de se réincarner et tout. Alors, c'est un mécanisme assez classique en analyse statique. Hein, il n'y a pas de grande surprise dedans, mais il faut être très très fin dessus parce que tout caractère modifié, ça va tout changer, ce qui est vrai dans toutes les analyses statiques. Et c'est pour ça aussi qu'on a bien l'intention de le prouver en coq un jour, quand on aura le temps. Voilà, donc vous voyez les duplications se faire. Vous avez la surface de P, surface de Q, la dup4, la duplication récursive, mais il y a des tas de conditions qui interdisent de la faire quand il ne faut pas. Et alors, bon, c'est très bien son système, sauf que ça duplique, et que donc on change le code source, et ce que j'appelle une conjecture en écrit gris, parce que les mathématiciens prennent une conjecture, mais je pense que c'est important, c'est ça fait exactement la même chose que la mienne, c'est exactement équivalent. Je pense que c'est vrai, ça ne suffit pas pour prouver que c'est vrai. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça dans les yeux, et je pense qu'on peut mettre mes index à l'intérieur de ces formules et obtenir exactement ce que je fais, avec une élégance de programmation qui fait que le programme Camel, par exemple, fera exactement une page de long, au lieu de ce que j'ai fait qui était beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des circuits maintenant? Parce que c'est parfait. Alors, il y a la méthode Tardieu est très simple, c'est-à-dire on duplique et on obtient un programme STRL quasiment normal. Il n'y a que goToPose, mais goToPose, c'est juste l'entrée dans un pose, on l'a déjà. Donc on duplique le code et on applique la traduction en circuit de la dernière fois et paf, ça vous donne un circuit qui marche. Mais avec ça, on a un problème. C'est celui de la traçabilité, comme j'ai déjà dit. Il faut expliquer. J'avais dit à Sophia, un des problèmes pratiques les plus durs que j'ai eu à traiter dans ma vie, c'était le problème suivant. On écrit des gros circuits en STRL, en particulier sur des parties contrôle de choses compliquées. Par exemple, je prends le chargeur l'alimentation électrique d'un téléphone, le chargeur de batterie, tout ça, c'est d'une complication absolument monstrueuse. Si vous voulez tuer votre téléphone, c'est assez simple. Hein. Vous prenez votre truc et vous faites ça. Votre chargeur de batterie, vous faites ça bien souvent. Il y a toutes les chances. Ça m'est arrivé sur un Sony. J'ai été voir la personne dont je savais qu'elle avait fait l'alimentation électrique. Elle a dit « Ah bah ouais,
On connaît ça, c'est que tu as mis un automate dans un état inatteignable, à partir de là, il fait ce qu'il veut. Donc tu le jettes. Non, tu le rapportes à Sony, il te le change, c'était à l'époque. Donc c'est un truc très très compliqué. Et c'est hyper optimisé avec les algorithmes qu'on verra la prochaine fois. C'est-à-dire que le code objet ne ressemble absolument pas au code source. C'est optimisé à tel point qu'on vire les registres, qu'on change totalement la logique. Et la question qui nous était posée est la suivante. Quand le circuit arrive, comme on ne peut plus simuler les circuits, on s'aperçoit qu'il y a un bug. Il y a un bug, et presque toujours, il est dans les parties contrôle, c'est-à-dire le truc qui a été écrit en STRL. Alors le problème, c'est le suivant. Il faut corriger le bug sur le source. Ça, c'est pas dur. En général, c'est des bugs, il manque une transition, il manque un signal, il y a un truc qui n'est pas émis au bon moment. En général, c'est des corrections assez locales, parce que les gens font vraiment gaffe dans les circuits, ce n'est pas comme en logiciel, ce n'est pas comme dans les applications de téléphone, les gens font gaffe à ce qu'ils font. Et donc, il faut corriger le bug sur le source. Mais on n'a pas le droit de recompiler. On ne peut pas recompiler, parce que recompiler un circuit, c'est une aventure qui coûte une fortune. Il faut refaire les masques, c'est abominablement cher. Il faut repasser toute la CAO, il faut recalculer le timing. C'est l'enfer, surtout maintenant. Dans les gros circuits, c'est infernal. Surtout si le bug est dans un tout petit coin du circuit et qu'il faut refaire plein de masques et tout. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est vous devez faire deux choses. Vous devez changer de source, vous devez patcher le masque. Donc, dans les masques, dans les circuits, il y a toujours quelques pourcents de zones vides pour rajouter des portes, pour corriger, comme on faisait avant dans les circuits imprimés. Les circuits imprimés, il y avait toujours 2-3 fils en plus, mais les circuits, c'est pareil. Ça, ils ne le racontent pas, les gens, mais il y a des trous un peu partout pour qu'on puisse mettre de la logique et puis tirer des fils. Alors, donc, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était faire la correction sur le source, prouver la correction du changement qu'on avait fait sur le source avec nos prouveurs, on en parlera la prochaine fois, faire la correction du masque. Alors ça, c'est un autre travail, hein. Il faut passer à travers toute la CAO, c'est très très compliqué, et puis prouver que le nouveau masque est identique aux sources. Après, donc c'est un peu comme de dire, je vais patcher l'assembleur de CC-O4, et puis faire une preuve formelle que ça fait la même chose. Ça occupe un moment, hein. Sauf que c'est un peu plus dur parce que c'est plus subtil encore les optimisations de hardware. Alors là, il faut avoir la traçabilité. Et donc, on ne peut pas se permettre de dupliquer le source. Il faut vraiment travailler sur une source et tout. Donc, on a fait tout un système qui est fondé sur la traçabilité et les index que j'ai mis. Si vous regardez le code qui va générer le circuit, tous ces index que j'ai marqués sont en dur dans les noms des variables des fils de tout le code. Alors, comment est-ce qu'on fait? Par contre, la bonne nouvelle, c'est que sur le cours de la fois prochaine, il n'y a à peu près rien, de la fois d'avant, je veux dire, sur les circuits, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Vous prenez les formules que j'ai données pour les circuits, c'est exactement les mêmes formules. Il y a juste à faire un truc, c'est de remplacer certains des fils par des vecteurs. Donc maintenant, si vous êtes à la profondeur D, alors il y a des fils qui sont spécifiques à la profondeur, qui sont select, qui dit je suis dans le mode profondeur, c'est le ou des registres, c'est-à-dire tous les registres sont en profondeur. Resume, qui est de la profondeur, puisque ça veut dire à la profondeur redémarre, ça ne parle pas aux autres. Et suspend, qui dit la profondeur ne bouge pas. Donc ces trois fils-là sont uniquement avec un D. Je n'ai pas besoin de mettre le D d'ailleurs, hein, c'est juste pour montrer qu'ils ont un index qui est D. Mais un fil qui a un seul index, ce n'est pas la peine de le changer. Et par contre, les go, kill, K0, et puis les signaux là, eux doivent être vectorisés. C'est-à-dire, comme on a vu on atteignait en une fois l'instruction avec l'index 0, une autre fois l'instruction avec l'index 2, eh bien, il faut un fil go pour l'index 0, un fil go pour l'index 1, un fil go pour l'index 2, un fil 2, etc. Donc, il suffit de vectoriser ces fils. OK. Vous les vectorisez, puis là, il y avait déjà un vecteur là, parce que c'est un ensemble de signaux, donc c'est indexé par les signaux, et chaque signal va être réindexé par sa profondeur. Et le signal S, donc chaque signal S est remplacé en S de 0, 1, 2, s'il est de profondeur 2, s'il a 3 incarnations. Alors, on transforme les portes en vecteurs de portes. Si vous avez un langage objet, par exemple, vous ne faites rien, vous ne changez pas un pet du code de câblage quasiment. Vous ne changez rien, vous rajoutez juste des push et des pop au bon endroit, puis c'est tout. Et puis, vous recablez exactement comme avant. Alors, simplement, ce que vous allez faire, ce n'est pas câbler des fils sur les fils, mais c'est câbler ce qu'on appelle des nappes en hardware, ou des faisceaux de fils sur des faisceaux de fils.
Mais l'opération de câbler un faisceau de fil sur un faisceau de fil, c'est juste la même que de câbler un fil sur un fil, sauf qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on met en face de quoi. Et ça, les lois sont extrêmement simples. C'est la profondeur est mise en face de la profondeur, mais enfin, comme ça ne sert à rien, c'est D plus 1 et D, ça ne sert à rien, ils sont juste là pour homogénéiser le dessin. Pour un fil qui va d'une profondeur à une profondeur plus grande, ben, c'est très simple, on les câble à index égal. Donc le 1 va sur le 1, le 2 va sur le D va sur le D plus 1, et le D plus 1 n'est carrément pas câblé. Donc ça, c'est quand on rentre sur une surface, par exemple, de profondeur plus grande, ben on n'est pas dans la profondeur, le fil de profondeur, on s'en fout. Il suffit de faire ça. Alors ça, il faut le regarder de près, hein, parce que ce n'est pas de le décider, il faut prouver que ça marche. Ça, hein, enfin, c'est assez logique par rapport à la sémantique. Et dans l'autre sens, alors c'est pas pareil, on a une nappe à D plus 2 fils qu'on va câbler sur une nappe à D plus 1 fil. Alors, tous ceux 0, 1, etc. jusqu'à D, on les prend là et on câble ça. Et la seule chose à faire en plus, c'est de câbler le fil D plus 1 sur D, parce qu'un fil de profondeur doit rester sur la profondeur. Donc, la beauté de la chose, c'est que vous prenez le programme sans réincarnation, vous changez simplement la structure de données fil en structure de données nappe de fil, vous câblez ces langages, ces choses-là dans les opérations de soudure de fil ou de connexion de fil, et vous prenez le même code, vous le lancez et crouk, ça marche. Donc ça prouve que la réincarnation, quand on l'apprend avec ces index, il n'y a rien à changer, quasiment rien. Il faut un peu de temps en temps, il faut extraire la profondeur d'un fil et tout, mais c'est rien. Il faut extraire le fil de profondeur quand on arrive dans un mais bon, c'est des détails. Donc, en gros, il suffit pratiquement de changer le type de données fil pour passer de quelque chose qui ne marche pas à quelque chose qui marche. Et ça me plaît beaucoup personnellement. C'est pour ça que je voudrais remettre mes index dans la technique algébrique de Tardieu, qui, elle, est très jolie et marche très bien. Et ça, c'est très fondamental dans l'STRL. Avant qu'on fasse ça, on ne pouvait pas faire des circuits sérieux. Et après, ça a été un bonheur pour tout le monde de travailler avec ça. Donc, ce n'est pas des choses que... Je pense que c'est la première fois que je raconte cette chose-là en public, parce que c'est la dernière fois que je la raconterai. Non, ce n'est pas vrai, je vais la raconter à Chicago dans 2 mois et demi de cours aux élèves de Chicago, pour le coup. Mais c'est dans le compilateur depuis très longtemps. Et on avait fait un défaut, parce qu'on était dans l'industrie, c'était de le mettre dans le compilateur sans le prouver. Mais la confiance était très grande, parce que les maths derrière disaient que c'était ça qu'il fallait faire. C'est quand même mieux de le prouver. Alors, la conclusion de tout ça, c'est traiter la schizophrénie, qui est un problème totalement normal et quand même assez unique, je trouve. C'est indispensable pour compiler des programmes de grande taille. Alors, on peut faire aussi, comme fait Lustre, c'est de dire qu'il n'y a pas de schizophrénie par construction dans le langage. Oui, mais avec ça, c'est beaucoup plus dur de programmer du contrôle. C'est-à-dire que Lustre, ça va pour les chemins de données, mais dès qu'il y a du contrôle, ça ne marche pas. Hein? Ou alors on peut dire, il n'y a pas de schizophrénie parce qu'il y a toujours un délai pour rentrer dans une boucle. C'est ce qu'on fait dans Scale 6. Ça, c'est pas bien, parce qu'ajouter des délais, c'est pas bien. Scale 6 étant certifié, ça facilite énormément la certification. Je me vois mal présenter cette slide-là à un organisme de certification qui n'est pas trop féru d'informatique formelle, mais ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que rajouter des délais, ce n'est pas modulaire. Parce que si vous avez 2 modules, le premier qui rajoute un délai, le deuxième qui rajoute un délai, eh ben, ça rajoute 2 délais. Hein, et ça, ce n'est pas modulaire du tout. Si vous le mettez en parallèle avec quelqu'un qui rajoute un délai, il n'y a plus rien qui tombe en face. Problème très très bien connu pour les gens qui font de la télé. Quand ils font, par exemple, d'injecter du 1080p dans un projecteur 720p, ces problèmes de poteaux sont infernaux et très difficiles à faire à la main. Heureusement, il y a des langages qui arrivent à le résoudre, comme nous avait montré Marc Pouzet ici. Voilà, donc c'est absolument indispensable de le faire, et dire qu'il n'y a qu'à enlever ce problème pour s'en débarrasser, moi j'y crois pas du tout, parce que simplement je crois que ce qu'il faut aider, c'est le programmeur, ce n'est pas le concepteur de langage. Hein, c'est pas du tout la même chose d'aider le programmeur que le concepteur de langage. Par exemple, effectivement, François Anceau avait parlé des delta-cycles dans Verilog. Les delta-cycles, c'est vraiment une fiction de l'esprit qui rend la programmation compliquée de tas de choses.
alors qu'on n'en a pas vraiment besoin si on les prend bien. Mais c'est normal qu'il y ait eu des delta de cycle dans Verilog, ce n'est pas la même époque, du tout. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, donc c'est une histoire, c'est la dernière histoire compliquée que je raconterai ici. C'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé découvrir, parce que c'est quand même assez rigolo. Reinhard von Angsteden, qui va nous parler tout à l'heure de langage synchrone, d'extension conceptuelle d'SRL. Ils ont inventé à Kiel des extensions d'SRL qui les rapprochent beaucoup plus des langages classiques. Ils sont tout à fait intéressantes. Reinhard m'a fait remarquer que c'était quand même une technique classique de traduire un code en single assignment, en SSA, en single state assignment. Oui, ça veut dire que les variables n'ont qu'une seule affectation. C'est vrai, mais en général, c'est vrai en un sens, mais en général, le SSA, cette transformation SSA, c'est ça aussi celle qu'on fait dans les circuits. Quand on traduit STRL en lustre, c'est bien ça. Cette transformation SSA est en général associée à la notion de back-end, à la notion de compilation. Là, je pense qu'elle est vraiment sémantique et vraiment associée à la notion de source. C'est-à-dire, quelque part, si un utilisateur est en train de débugger un programme, eh bien, il y a des moments où il est obligé de comprendre ça. Et le SSA d'un compilateur, il n'y a aucune raison d'être obligé de le comprendre. Donc, c'est un peu différent de SSA. Les idées sont les mêmes, les techniques ne sont pas si différentes. Mais comme on est dans un univers parallèle avec des signaux et tout, bah, faut faire vraiment gaffe. Et j'ai beaucoup aimé faire ce boulot-là. Voilà, merci. Y a-t-il des questions ?